Bonjour, voici un petit vidéo qui résumera les différentes unités de concentration utiles dans un cours de chimie, plus particulièrement pour des solutions de type solution aqueuse telle que vous le voyez ici à l'écran, où est-ce qu'on a un soluté, qu'il soit solide, liquide ou gazeux, dans une solution avec un solvant liquide. Ces différentes unités de concentration pourront aussi être utiles dans d'autres cas de solutions, par exemple les solutions gazeuses. Avant d'aborder les différentes unités de concentration, parlons rapidement des propriétés caractéristiques des substances. Donc, avant de faire des calculs, parfois, on devra transformer, par exemple, des masses de substances pures en volume. Par exemple, si on a besoin du volume du soluté et qu'on a seulement pris sa masse, on va pouvoir transformer cette masse en volume à l'aide de la masse volumique. Donc, la masse volumique étant une propriété caractéristique d'une substance, on peut la retrouver facilement dans un livre de référence pour pouvoir l'utiliser dans un calcul. De la même façon, on pourra aussi convertir des masses de substances en mol à l'aide de la masse molaire. Donc ici, ce ne sont pas évidemment des unités de concentration, mais plutôt des propriétés caractéristiques utiles pour pouvoir faire des conversions d'unités avant de calculer les concentrations. Première unité de concentration, celle qu'on utilise le plus régulièrement dans les cours de chimie, est la concentration molaire volumique. Certains livres vont parler aussi de molarité. Donc, cette unité de concentration exprime la composition d'une solution en termes de quantité de matière par unité de volume. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est que la concentration molaire volumique, souvent représentée par C, va mettre en rapport, donc faire une fraction entre le nombre de moles de soluté et le nombre de litres de solution. Donc, vous avez besoin de deux informations, le nombre de moles de soluté, évidemment, et le volume total de la solution en litres. Par la suite, vous avez seulement qu'à diviser ce nombre de moles de soluté par le nombre de litres de solution. Pour vous exercer, vous trouvez ici en bas de la page différents exercices que vous pouvez faire dans votre manuel. Autre unité de concentration très facile à déterminer, puisque lorsqu'on est en laboratoire, souvent quand on va faire de la production, on peut facilement déterminer la masse à l'aide d'une balance, la masse d'un soluté, rajouter du solvant, peser la solution au complet. Donc, pour obtenir le pourcentage massique, on n'a qu'à diviser cette fameuse masse de soluté par la masse totale de la solution, on multiplie par 100 et on obtient un pourcentage massique. Donc, c'est pour cette raison qu'elle est utilisée régulièrement, malgré le fait que en dehors des, par exemple, des bouteilles d'acide extrêmement concentrées où on va vous donner le pourcentage d'acide en pourcentage massique, elle va être peu utilisée lorsqu'on va faire des calculs, par exemple, en stoichiométrie. Le pourcentage volume-volume, même genre de calcul simple, souvent utilisé pour déterminer la quantité d'alcool qu'il y a dans une boisson. Pourcentage volume-volume exprime le rapport entre le volume d'une substance, donc le soluté, en proportion avec le volume total de la solution. Donc ici, le volume du soluté, le volume de la substance A, si par exemple on le mesure en millilitres, va être divisé par le volume total de la solution, qui doit lui aussi être en millilitres. Donc c'est la même chose pour le pourcentage massique. Lorsqu'on mesure la masse du soluté en grammes, on va aussi devoir mesurer la masse totale de la solution en grammes avant de multiplier par 100, parce que lorsqu'on calcule un pourcentage, il faut absolument que les unités s'annulent. On peut évidemment utiliser le litre lorsqu'on fait des pourcentages volume-volume, en autant que le volume de soluté soit en litres et le volume total soit en litres. Le pourcentage masse-volume, dernier pourcentage qu'on voit ici, peut aussi être utilisé évidemment pour exprimer la concentration d'une solution. Ici, on divise le nombre de grammes de soluté par le volume total de la solution en millilitres. Donc, on voit ici que les unités sont fixes.
C'est un type d'unité qui est utilisé dans certaines applications très très particulières. Souvent on voit ça sur les bouteilles de médicaments par exemple. C'est pourquoi les unités sont extrêmement sont fixées ici. Les ppm maintenant. Donc, lorsqu'on parle de parties par million, ou en résumant les ppm, on exprime une quantité très faible de soluté par rapport à la quantité de solvant. Donc, on va seulement utiliser l'unité ppm pour des solutions extrêmement diluées. Donc, pour avoir un rapport de 1 partie par million, lorsqu'on est en masse, par exemple, ça signifie qu'on a une masse de 1 mg, par exemple, de soluté, comparativement à 1 kg de solution. Donc, c'est extrêmement petit comme quantité de soluté, en comparaison avec la quantité totale de solution. Donc, on doit avoir pour 1 mg environ 10 à la 6 mg de solution, ce qui correspond grosso modo à 1 kg. Lorsque vous avez les deux quantités en masse, vous avez seulement qu'à diviser la masse de soluté par la masse totale. Ce que vous pouvez faire aussi dans le cas des solutions aqueuses, étant donné que la masse volumique de l'eau, qu'on a vu ici le rapport de masse volumique, la masse volumique de l'eau est de 1 g par millilitre environ. Donc, étant donné que la masse volumique de l'eau est de 1, le nombre de grammes équivaut au nombre de millilitres. Ou de la même façon, le nombre de kilogrammes équivaut au nombre de litres de solvant ou de solution. Donc, c'est pourquoi ici, on pourrait aussi calculer le nombre de ppm en divisant le nombre de milligrammes de soluté par le nombre de litres de solution. La molalité, donc là, ici, on tombe dans les deux dernières unités de concentration. Les deux dernières unités de concentration vont nous servir beaucoup dans la partie du cours qui s'appelle l'analyse des propriétés colligatives des solutions. Donc, la molalité et la fraction molaire ont comme caractéristique de ne pas changer avec la température. Donc, ça devient extrêmement intéressant de pouvoir utiliser ce type d'unité de concentration-là lorsqu'on étudie les propriétés colligatives, puisque justement les propriétés colligatives là, impliquent généralement des changements de température. Donc, lorsqu'on veut calculer la molalité, on va déterminer la quantité de soluté en mol et on va la diviser par la quantité de solvant en kilogrammes. Donc, c'est la seule unité où est-ce que le dénominateur n'est pas la quantité totale de solution, mais bien la quantité de solvant seulement. Et on doit absolument avoir la quantité de soluté en mol et la masse de solvant en kilogrammes pour pouvoir calculer la molalité. Donc, la dernière, la fraction molaire, exprime... Excusez, il y a une petite erreur de... Il y a une petite erreur ici. Non, ça n'a pas marché. Pas grave. Donc, la fraction molaire, et non la fraction volume, exprime le rapport entre le nombre de moles de composé A et le nombre de moles total de substances présentes dans un mélange. Le symbole de la fraction molaire qu'on utilise, c'est une espèce de X ici qui s'appelle le chi, et qui est un symbole grec là, qui représente la fraction molaire. Donc, pour pouvoir la calculer, vous avez à déterminer la quantité de soluté en mol, et vous avez à diviser cette quantité de composés solutés-là par la quantité totale des composantes en mol. Donc ça, c'est souvent utilisé pour des mélanges gazeux qui contiennent plusieurs gaz. Donc, lorsqu'on veut calculer la fraction molaire, on pourrait calculer la fraction molaire de chacun des gaz dans l'air, par exemple, en déterminer le nombre de moles d'azote, le nombre de moles d'oxygène, le nombre de moles de CO2 qu'il y a dans l'air, en divisant tout ça par le nombre total de moles des différentes composantes, on obtiendrait des fractions molaires. Remarquez qu'il n'y a pas de fois 100 ici, donc les fractions molaires vont se situer entre 0 et 1 dans tous les cas. Voilà, ça fait le tour des différentes unités de concentration. Maintenant, vous pouvez faire les différents exercices qui sont là pour vous pratiquer à utiliser ces différentes formules-là ou aller directement dans les problèmes à la fin du volume pour passer d'une unité de concentration à l'autre. Merci!